Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc effectivement, je suis doctorant en psychologie et moi je réalise ma thèse non pas sur l'obésité, mais sur le versant des troubles des conduites alimentaires. En gros, du coup, j'étudie les troubles alimentaires à l'interface entre le psychotrauma et les processus de régulation émotionnelle. Donc en fait, j'essaye de comprendre comment ces différents facteurs interagissent entre eux. Et donc dans le cadre de cette soirée thématique, j'ai fait des recherches spécifiques sur les liens entre psychotrauma et obésité. Donc, je ne parlerai pas forcément beaucoup de processus émotionnels. L'idée, en fait, de cette conférence, c'est vraiment de nous faire prendre conscience de l'intérêt, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous comprenez cet intérêt bah, de prendre en compte le trauma dans le parcours de soins des patients, sur le plan de ces derniers, mais aussi sur le plan des professionnels de santé, parce qu'on sait que le trauma, ça peut aussi avoir des répercussions sur les professionnels qui accompagnent les patients. Donc, pour Donc, au niveau de ce que je vais aborder pendant les prochaines minutes, dans un premier temps, on va commencer par se situer dans le contexte du psychotraumatisme parce que c'est un terme qui est très large, qui englobe beaucoup de choses. On va essayer de parler des bases et aussi des répercussions, des phénomènes également, et des répercussions liées au psychotrauma, que ce soit sur l'aspect patient ou l'aspect soignant. Et puis, on finira par parler d'un cadre informatif pour en fait prendre en charge des patients qui auraient vécu potentiellement des expériences traumatiques et du coup en fait venir construire avec eux un cadre de soins qui est sécurisé à la fois pour le patient et à la fois pour le soignant. Merci. Est-ce qu'il est... oui. Vous m'entendiez bien jusqu'à présent quand je parlais un peu plus fort ou non pas trop? Donc je vais prendre le micro. Donc, premièrement, on va commencer par aborder la thématique du psychotrauma. Donc, j'aime beaucoup cette illustration qui est en fait la couverture d'un livre parce qu'on voit bien à quel point le psychotrauma est à l'interaction, en interface entre l'esprit, donc ce qui se passe au niveau du cerveau, et le corps. En fait, finalement, le psychotrauma, c'est à la base une modalité qui va venir interagir avec ce que l'individu, par exemple, perçoit. Et ensuite, il peut y avoir des répercussions corporelles importantes. Comme le dirait un certain auteur, le corps n'oublie rien. Quand on parle de trauma, il ne faut pas oublier l'aspect corporel. Donc le psychotraumatisme, c'est un terme large qu'on utilise en fait pour parler de ce domaine de recherche qui en fait part en fait d'un événement qui menace l'intégrité physique ou psychique d'un individu. Cet événement, on l'appelle potentiellement traumatique parce que tous les événements n'engendrent pas des conséquences traumatiques chez les individus. Donc c'est important d'avoir en tête ça. Ça va dépendre de tout un tas de facteurs. Et cet événement, du coup, lorsqu'il fait trauma pour une personne, c'est qu'il dépasse les ressources dont l'individu dispose. Donc, par exemple, un accident de voiture, du coup, on peut imaginer une personne qui vit un accident de voiture. Donc, c'est un événement qui peut être traumatisant puisqu'il mobilise les ressources de la personne. Ça peut engendrer des conséquences à court terme, du stress, péri-événement, donc pendant l'événement, mais aussi à la suite de l'événement, en ayant une cascade de conséquences, de réviviscence, par exemple, de cauchemars quelques temps après l'événement. Mais certaines personnes, au bout d'un mois, se, entre guillemets, rétablissent et du coup n'ont plus de répercussions de cet événement dans leur quotidien. Pour d'autres personnes, par contre, il y a une continuité de ces répercussions qui va s'étendre de manière chronique et du coup, ça peut venir faire émerger des troubles euh, psychotraumatiques. Donc, le plus connu, c'est le trouble de stress post-traumatique. Mais on peut aussi imaginer que des personnes présentent d'autres types de troubles en lien avec cet événement, que cet événement va venir déclencher d'autres types de troubles. Moi, par exemple, dans mes recherches, je m'intéresse aux troubles des conduites alimentaires. Et du coup, il peut y aussi y avoir une comorbidité. C'est-à-dire que très souvent, les personnes qui vivent des événements potentiellement traumatiques, lorsque il y a une répercussion traumatique, vont développer un trouble de stress post-traumatique et d'autres troubles psychiques. Alors, pourquoi de telles différences et que se passe-t-il concrètement pendant un événement traumatique? Donc là, c'est un petit peu la partie technique au niveau de ce qui se passe pendant l'événement traumatique et comment est-ce qu'on peut concevoir que cet événement et ses répercussions à l'instant T peuvent durer dans le temps. Donc en fait, premièrement, pour qu'on ait tous les mêmes bases, on distingue deux systèmes nerveux, donc le système nerveux central au niveau du cerveau et de la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, puisqu'en fait le cerveau est en interaction avec l'ensemble des organes. Et on a le système nerveux autonome qui se distingue en deux branches. Le système nerveux autonome sympathique. Donc là, c'est celui qui est en lien avec
l'action, la fuite ou le combat, et le système nerveux parasympathique, qui est le plus en lien avec le repos, des aspects digestifs ou de réparation. Une fois qu'on a ces bases, du coup, on peut envisager ce qui se passe avec quand un individu est confronté à un événement traumatique, par exemple une agression sexuelle ou une assaut à une arme blanche, par exemple. Quand une personne vit à un traumatisme, son cerveau n'analyse pas, il réagit pour survivre. Du coup, en fait, on n'est plus dans une réaction qui est forcément raisonnée. Cette réaction, du coup, mobilise plusieurs systèmes, donc le système nerveux, mais aussi le système endocrinien et du coup le corps. Tout se joue en quelques secondes, mais les effets peuvent durer des années. Donc, au début, on a ce qu'on appelle une analyse neuroceptive, ce qu'on appelle la neuroception, c'est-à-dire que tout à chacun, on analyse notre environnement de manière automatique pour capter s'il est sécurisé ou pas. C'est un processus plus ou moins inconscient. Au niveau de la détection du danger, donc par exemple un individu qui aurait une arme dans la salle, euh, mon cerveau, du coup, va analyser le stimuli, donc l'individu avec le couteau, et du coup, ça va sécréter une réponse au niveau de l'amygdale. L'amygdale qui est au centre du réseau de la peur, et du coup, l'amygdale va s'activer. L'amygdale s'active, peut-être, au départ, il y a le thalamus qui perçoit le stimuli, l'amygdale s'active pour évaluer le danger, et du coup, l'amygdale va communiquer avec l'hypothalamus pour l'activer, et ça va déclencher les réponses nerveuses et hormonales. L'amygdale aussi s'occupe de débrancher le cortex préfrontal, qui est en lien avec la planification, tout ce qui est un peu cortiqué au niveau de la cognition, mais également aussi de l'hippocampe, qui est impliqué dans la mémoire contextuelle. C'est pour ça que les individus qui ont vécu des traumas contextualisent très peu l'événement traumatique dans leur quotidien et peuvent avoir du mal à différencier des stimuli dans leur quotidien en lien avec l'événement traumatique. Donc il y a une perte de repères spatio-temporels. Donc, la prochaine étape, c'est l'activation rapide du système nerveux autonome. C'est pour ça que, ben, imaginons, je vois quelqu'un dans la salle avec un couteau, je vais avoir envie de fuir ou alors d'affronter la personne en fonction de ce que je perçois chez elle, si j'ai une capacité à réagir et à pouvoir me défendre. Donc, ça, c'est une voie assez rapide et du coup, ça va activer le système nerveux sympathique, celui qui est en lien avec l'action. Il y a une libération d'adrénaline et de noradrénaline. Et du coup, ça va augmenter, imaginons qu'on parle de moi, ma fréquence cardiaque, ma respiration, ma vigilance pour me permettre d'agir. Mon système parasympathique, il est potentiellement inhibé parce que du coup, là, l'idée, c'est pas de me reposer, mais plutôt d'agir. Du coup, mon corps est en alerte maximale. C'est les réponses qu'on entend dans le trauma, flight, fight, or freeze. Donc, du coup, soit je combats, soit je m'échappe, ou soit je me fiche. Et puis, il y a un autre système qui est très étudié ces dernières années au niveau du stress, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, en fait, au niveau endocrinologique, c'est ce qui explique comment le cortisol se sécrète dans notre corps pendant l'événement. Donc, du coup, l'hypothalamus qui a été activé par l'amygdale, lui, il va s'occuper de commander d'autres choses dans notre cerveau. Il va sécréter une hormone, et cette hormone, du coup, elle va activer l'hypophyse, qui va libérer une autre hormone en cascade, et qui va activer les glandes surrénales qui se situent au niveau des reins pour sécréter du cortisol. Le cortisol va augmenter le glucose sanguin, il va soutenir la vigilance, moduler mon système immunitaire et favoriser ma consolidation émotionnelle et mnésique. En situation normale, imaginons l'individu neutralisé par la police, ça dure pas très longtemps, il y a un rétrocontrôle. Mon corps va rentrer en homostasie, il va se réguler. Par contre, dans certains cas, quand un individu vit par exemple un viol ou d'autres événements pendant une longue durée ou un événement très traumatisant, très délétère, du coup, bah, cette homostasie ne se rétablit pas, ce qui peut engendrer en fait finalement euh, des dommages à long terme, donc la menace extrême ou prolongée. L'amygdale reste donc hyperactive, elle continue à s'activer. Du coup, le blocage avec l'hippocampe et le cortex préfrontal est maintenu pendant une longue période. Et du coup, l'axe HPA devient inefficace, ce qui peut engendrer des conséquences à long terme, soit une baisse du cortisol à long terme, soit un regain du cortisol, une hypercortisolémie à long terme. Voilà pour ce qui se passe au niveau du système nerveux lorsqu'un individu vit un événement potentiellement traumatique.
Sauf que du coup, comme on l'a vu, il y a certains individus qui, au bout d'un mois, vont du coup se rétablir. Donc on parle en fait d'une période de latence d'un mois dans les manuels diagnostiques, par exemple. Et en gros, pendant une période d'un mois après un événement potentiellement traumatique, on parle de période de stress aigu. Il peut y avoir des réviviscences ou des symptômes en lien avec ce qu'on va appeler plus tard le trouble de stress post-traumatique. Mais si ces symptômes ne durent que moins d'un mois, bah, du coup, c'est pas un trouble de stress post-traumatique. Pour d'autres personnes, par contre, il va y avoir des réactivations traumatiques en fonction de leurs ressources. Du coup, ces personnes vont potentiellement développer un trouble de stress post-traumatique ou d'autres pathologies psychiatriques associées. Donc là, c'est un exemple du CN2R qui, si vous vous intéressez à ces questions-là, propose beaucoup de ressources intéressantes au niveau du psychotrauma. Donc, par exemple, immédiatement après un accident, on peut avoir du stress aigu, une peur de reconduire, des cauchemars, des réviviscences. Voilà, une atteinte fonctionnelle, mais qui va s'épuiser dans le temps. 1 à 4 semaines après l'incident, du coup, les symptômes commencent à diminuer pour beaucoup de personnes. Mais certains d'entre nous peuvent encore ressentir de la peur et des émotions intenses. Voilà, donc, ces atteintes fonctionnelles peuvent perdurer. Si ça dure plus de 4 semaines, les symptômes persistent et cela affecte la vie quotidienne. S'il y a une répercussion dans la vie de la personne de ces symptômes, on parle de trouble de stress post-traumatique. Donc, le trouble de stress post-traumatique, actuellement, on l'étudie soit sur sa forme simple, soit sur sa forme complexe. Donc, le trouble de stress post-traumatique simple, c'est une exposition à un événement traumatique qui, en fait, va engendrer 3 clusters de symptômes. Donc, des réviviscences, donc le fait de se rappeler l'événement, avoir des flashbacks, par exemple, que ce soit nocturne ou diurne, pendant le jour. Un sentiment de menace constante, et puis des stratégies d'évitement pour éviter des stimuli en lien avec l'événement traumatique. Donc, par exemple, imaginons un grand accident de voiture, la personne va éviter complètement de conduire, même de monter avec d'autres personnes. Donc là, on parle de troubles de stress post-traumatique simple, mais depuis les années 2008-2009, la CIM-11, la classification de l'OMS, a incorporé le trouble de stress post-traumatique complexe, qui lui est en lien avec des expositions à des événements traumatiques de manière répétée et prolongée, souvent pendant l'enfance, qui engendre du coup une triade de symptômes, qui est une conceptualisation négative de soi. En fait, finalement, l'individu se représente avec de la honte, de la culpabilité, par exemple, c'est ce qu'on peut retrouver chez ces personnes. Une dysrégulation émotionnelle marquée, donc l'individu n'arrive pas à réguler ses émotions. Et puis, une perturbation sur la sphère relationnelle. Du coup, une méfiance, une crainte vis-à-vis d'autrui. Puisque souvent, ce sont des traumas qui sont en lien euh, avec des relations interpersonnelles. Donc, l'ensemble des symptômes du trouble de stress post-traumatique simple, à l'exception de ce critère exposition à un seul événement, plus cette triade de symptômes de l'organisation de soi, ça peut conduire, du coup, enfin, ça conduit à ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique complexe. Donc, voilà pour ce qu'on entend à l'heure actuelle en termes de trouble de stress post-traumatique. Je voulais revenir avec vous sur les études de Felitti, qui en fait est un médecin américain qui en fait a créé toutes les études enfin, a débuté en fait, a mis un pied à l'étrier pour tout ce qui est études sur les expériences adverses vécues durant l'enfance. Les expériences adverses vécues durant l'enfance, euh, tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour dire qu'elles sont toutes potentiellement traumatiques. En l'occurrence, lui, en fait, ce qui est intéressant par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est qu'on ne le sait pas, mais Feletti, en fait, il exerçait en contexte d'obésité. Et en fait, ce qui l'a amené en fait, à créer cette série d'études sur les expériences adverses et leurs répercussions sur la santé somatique et psychique, c'est parce qu'il s'est rendu compte que dans sa clinique, en fait, il y avait un traitement mis en place pour perdre du poids et que les patients perdaient du poids. L'objectif était celui-ci. Et en fait, il s'est rendu compte que certains patients, en fait, reprenaient le poids. Et il s'est demandé, en fait, quelles étaient les caractéristiques de ces patients. Et ces patients, en fait, très souvent avaient vécu des expériences adverses vécues pendant leur enfance. Il leur a posé des questions. Il leur a demandé pourquoi pensez-vous que les personnes qui ont vécu ce type d'événement reprennent du poids. Et en fait, il y a eu énormément de choses intéressantes sur le plan clinique qu'il a répertoriées. Sur le plan sexuel, physique, social et émotionnel, en fait, l'obésité avait des fonctions pour ces personnes-là. Et en fait, en leur enlevant leur adiposité, du coup, et ben en fait, perdaient en fait ces fonctions-là et ne pouvaient plus en fait se mouvoir avec ces stratégies qu'elles avaient euh, construites. Donc, par exemple, des patients rapportaient que les hommes les laissaient tranquilles sur le plan sexuel, qu'elles n'étaient plus attirantes pour les agresseurs. Sur le plan physique, avoir du poids, ça protège, ça donne de la force. Sur le plan social, on attend moins de moi, je passe davantage inaperçu. Sur le plan émotionnel, le poids me protège, pardon, du stress et de la dépression. Donc en fait, il s'est rendu compte de ça et puis lui, il ne s'est pas centré que sur l'obésité, il s'est centré sur tout un tas de conséquences somatiques et psychiques.
ce qui a conduit en fait à une classification. Trois types d'expériences adverses, enfin trois catégories. Les abus. Donc maintenant, on parle plutôt de violence parce que abus, c'est un terme un peu léger pour, euh, pour exprimer le vécu des victimes. Donc des violences physiques, émotionnelles ou sexuelles. Des négligences. Donc là, c'est quand les besoins de l'individu, de manière active ou plutôt passive, ne sont pas respectés sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Et puis des dysfonctionnements familiaux comme par exemple le fait qu'un parent soit incarcéré, le fait qu'il y ait une maladie mentale dans le foyer qui n'est pas régulée, etc., etc. Donc ces expériences adverses, elles sont intéressantes à prendre en compte parce qu'il a schématisé en fait ces répercussions-là sur, sur la conception de l'individu jusqu'à sa mort. Et en fait, il a conceptualisé ça sous la forme de cette pyramide que vous voyez à l'écran. En gros, un individu qui aurait vécu des expériences adverses vécues durant l'enfance, ça porterait atteinte du coup à sa représentation du monde et à ses capacités à se développer socialement, émotionnellement et cognitivement. Et en fait, pour pouvoir se mouvoir dans son environnement, tout être humain, du coup, sait s'adapter à n'importe quel environnement avec des capacités qui sont plus ou moins adaptatives. Et pour ces individus-là, eh ben, ils vont chercher des, des, des adaptations qui sont à risque pour leur santé, comme par exemple le fait de fumer. Ils vont très vite se rendre compte, en fait, finalement, que pour réguler les émotions, bah, du coup, les drogues, la nourriture, par exemple, peut en fait conduire à un apaisement émotionnel. Donc, par exemple, dans le cadre d'un individu qui souffrirait d'obésité et qui aurait vécu ce type d'expérience, il peut se rendre compte au cours de son développement, avant même d'être en situation d'obésité, que bah, la nourriture lui permet de s'apaiser. Sauf que ça peut engendrer des troubles, donc, que ça soit somatique, exemple obésité, ou des troubles psychiques comme les troubles alimentaires. Et puis, ces troubles-là, ils sont associés à une mort, à un risque de mortalité plus important. Le psychotraumatisme, il est étudié chez les individus qui souffrent d'obésité. Alors, c'est très difficile de trouver des estimations de prévalence dans des populations spécifiques d'obésité. Très souvent, les études elles se concentrent sur des ratios, en fait. À quel point, du coup, une intensité ou une importante fréquence d'expérience adverse va prédisposer l'individu à avoir une augmentation de l'IMC au cours de son développement. Il y a très peu d'études épidémiologiques sur il y a telle prévalence de TSPT ou d'expérience adverse en contexte d'obésité. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une étude longitudinale qui en fait a suivi une cohorte de patients âgés de 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Et en fait, ils ont essayé de comparer les pourcentages de personnes qui présentaient une obésité euh, pendant toute la durée de l'étude. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que dans l'enfance et l'adolescence, les taux d'obésité ne diffèrent pas entre les personnes qui auraient vécu des expériences adverses de celles qui en ont vécu. Par contre, on remarque qu'à l'entrée de l'âge adulte, notamment dans cette étude entre 20 et 27 ans, 42% des femmes abusées, donc c'était sur les violences sexuelles, en situation d'obésité, sont en situation d'obésité contre 28 dans le groupe contrôle, donc ceux qui n'avaient pas vécu d'expérience adverse. Donc ils ont essayé de schématiser ça sur, sur cet axe-là, du coup, et on voit bien en fait finalement qu'il y a une tangente qui est plus importante pour les personnes qui ont été abusées comparativement, donc en orange, comparativement aux personnes en bleu qui n'ont pas été abusées. On a des méta-analyses sur le risque de développer une obésité en fonction des adversités vécues durant l'enfance. Et en fait, finalement, ce qu'on remarque, c'est que ces méta-analyses, elles se rejoignent en fait sur ce risque. Donc en fait, une première méta-analyse de Wyss et Brierton a montré que les individus qui avaient vécu plusieurs adversités durant l'enfance avaient un risque accru de 46% de développer une obésité à l'âge adulte. Et puis on tombe à peu près sur les mêmes résultats pour l'étude de Zhou et les collaborateurs, donc là qui ont un autre ratio de 48%. Et puis enfin de environ 41% pour cette dernière étude. Donc en fait, le trouble de stress post-traumatique pour cette dernière étude ou le fait d'avoir vécu des expériences adverses durant l'enfance, c'est un risque, ça te prédispose, euh, on pourra l'expliquer par d'autres facteurs, j'ai fait venir tout par la suite, à développer de l'obésité, une augmentation en tout cas de l'IMC. Donc les mécanismes explicatifs pour expliquer comment le trauma peut engendrer le développement d'une obésité ou une augmentation de l'IMC. En fait, il y a énormément de facteurs, hein, comme les facteurs qui engendrent de l'obésité, hein. Vous connaissez tout ce schéma avec les énormes points partout, hein.
plurifactoriel. En tout cas, sur ce lien spécifique trauma et obésité, on a quelques hypothèses. On a une voie psychologique, une voie développementale et relationnelle, une voie sociale et environnementale, et une voie neurobiochimique et endocrinienne. Sur le plan psychologique, en fait, les expériences traumatiques perturbent la régulation émotionnelle et conduisent à des stratégies d'adaptation à court terme centrées sur l'alimentation, qui sont, qui prédisposent du coup à une augmentation de l'IMC. Donc, par exemple, le recours massif à de l'alimentation émotionnelle comme stratégie préférentielle. L'hypothèse de l'automédication alimentaire, c'est-à-dire que du coup, les individus ont une appétence pour les aliments gras et sucrés pour se réguler, ce qui rejoint aussi l'alimentation émotionnelle, mais également des conduites plus pathologiques comme les accès hyperphagiques. La dissociation, donc par exemple le fait d'avoir une appétence pour la dissociation, parce que la dissociation, ça permet de se couper, et en fait, ça peut être agréable pour certaines personnes. Donc le fait de ne plus se sentir dans son corps ou dans un environnement, par exemple. Ça peut être aussi des stratégies d'évitement émotionnel. Ça peut être des personnes qui n'aiment pas ressentir des émotions désagréables, donc qui vont chercher à les éviter. Et puis, tout ce qui est en lien avec les troubles, dépression, anxiété, qui peuvent médier cette relation. Sur la voie neurobiologique et endocrinienne, du coup, on sait que le TSPT induit des altérations durables des circuits de stress, de la récompense et de la régulation métabolique. Donc, il peut y avoir une hyperactivation chronique de la HPA qu'on a vu tout à l'heure, donc des excès de cortisol de manière chronique, qui peut favoriser un stockage abdominal. Toutes les études sur l'inflammation dans l'obésité. Les altérations cérébrales, notamment avec une plus forte sensibilité à la récompense, qu'on peut retrouver par exemple chez les personnes qui ont un trouble de l'usage de substances, et les perturbations de l'hormone et de l'appétit, et ainsi que des troubles du sommeil. Sur la voie sociale et environnementale, en fait, les traumas précoces, comme on l'a vu, façonnent durablement les capacités d'attachement et de régulation émotionnelle. En fait, finalement, l'environnement social pour ces personnes-là peut être vécu comme quelque chose d'insécurisant, parce qu'on se méfie des autres. Ça peut, si c'est par exemple les figures d'attachement qui ont été des personnes maltraitantes ou violentes, ça peut engendrer du coup un recours à la nourriture comme place de sécurité, à la place d'un objet humain. Mais également des altérations interoceptives. Du coup, en fait, le corps est perçu alors comme dangereux, comme étranger après un trauma. C'est ce qu'on peut observer notamment chez des personnes qui ont aussi une association obésité et troubles des conduites alimentaires. Et puis, sur le plan des transmissions intergénérationnelles, du coup, les mères, par exemple, ou les pères, hein, avec un TSPT, présentent des pratiques alimentaires potentiellement désordonnées, ce qui peut influencer le risque d'obésité infantile, parce qu'on sait que le conditionnement bicariant, c'est quelque chose qui aussi influence énormément le développement d'un individu, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'expérimenter soi-même pour apprendre, mais on peut aussi apprendre par autrui. Et enfin, sur la voie sociale et environnementale, les conséquences du trauma renforcent les comportements favorisant la prise de poids. Donc, en lien avec la stigmatisation pondérale, on va y revenir, et là, en corporelle. Du coup, la stigmatisation, ça peut entretenir le stress et faire revivre des situations traumatiques. L'isolement social, la perte de soutien, mais du coup, quand on se méfie des gens et qu'on n'investit plus la sphère sociale parce qu'on est déçu ou parce qu'on a des craintes, ça peut diminuer les ressources d'ajustement parce qu'on a tous besoin, en tant qu'être humain, d'avoir un environnement social sécure et riche. Et ça peut augmenter, du coup, l'utilisation d'autres stratégies de coping, comme par exemple l'alimentation. Et puis, la précarité socio-économique, par exemple l'insécurité alimentaire, le fait de ne pas avoir assez d'argent pour, par exemple, manger comme on en a envie, avec la qualité qu'on veut et la quantité qu'on veut. Donc, pour parler de psychotrauma, à mon sens, c'est intéressant de s'intéresser aussi à la sphère de la stigmatisation, puisqu'on sait que la stigmatisation, ça peut engendrer un stress de manière plus ou moins chronique chez l'individu. Et donc, dans le cadre de cette thématique, de cette soirée thématique, ça me semble important de revenir sur euh, ces aspects-là. Euh, Parce que, par exemple, sociétalement, on se rend bien compte de beaucoup de choses au niveau des individus qui sont en situation d'obésité. On se rend compte que, par exemple, les matériels médicaux, du coup, ne sont pas adaptés aux personnes qui sont en situation d'obésité. On se rend compte que sur les réseaux sociaux, même si ce n'est pas ces personnes-là qui sont confrontées directement, bah, du coup, des influenceurs qui prennent du poids sans forcément être en situation d'obésité se font critiquer et du coup, c'est un tollé médiatique à chaque fois. Le cas aussi des compagnies aériennes qui ont des places, et pas forcément que des sièges d'avion, hein, même des sièges
dans les salles, donc là ici c'est pas le cas, mais qui ont des accoudeurs et qui ne permettent pas aux personnes en situation d'obésité de s'asseoir. Une émission que je vous recommande sur Netflix parce que c'est intéressant avec un point de vue critique à regarder, c'est qu'il y a eu des émissions, notamment aux États-Unis, mais c'est encore le cas actuellement, sur les pertes de poids extrêmes, avec des personnes en situation d'obésité qui sont moquées de manière assez subtile. Des discours. En plus, avec l'ère des réseaux sociaux, on a accès à plein de discours qu'on n'aurait pas eu avant, mais sur le fait qu'ils véhiculent encore des stéréotypes, hein, sur le fait que euh, l'obésité, c'est pas forcément un choix selon cette personne-là, mais que enfin, faut se prendre en main et qu'en fait, c'est en lien avec des facteurs motivationnels ou des activités. Enfin, on sait que c'est pas le cas. Et puis également, aujourd'hui, tout ce qui circule autour de l'Ozempic. Euh, donc, le risque, c'est le développement de troubles des conduites alimentaires quand il y a un mésusage, mais c'est aussi à prendre en considération quand on imagine ce que ça peut faire pour une personne en situation d'obésité, de voir toutes les stratégies qui sont mises en place et, et tous les mésusages qui sont en lien avec le fait de éviter absolument pardon, le surpoids pour se rapprocher au maximum de la minceur. Donc, pour parler de stigmatisation, il faut comprendre trois grandes sphères. Donc, les stéréotypes, qui sont dans le cadre de la stigmatisation négative. Donc, c'est des croyances, des attitudes, des représentations qu'on a à l'égard d'un groupe d'individus ou d'un individu. Et puis, quand on rentre un peu plus dans la stigmatisation, on a tout ce qui est préjugé. Donc, des attitudes, des réponses affectives. Donc là, l'affect rentre dedans. Du coup, il y a des émotions qui sont associées à ce qu'on pense. Donc, c'est une composante émotionnelle. Et puis, peut venir également la discrimination. Donc là, c'est un peu plus comportemental euh, et des injustices qui sont engendrées envers un groupe spécifique. Donc là, on va parler des personnes en situation d'obésité. Donc, on distingue trois grands types de stigmatisation et ça nous concerne tous, hein, même si on travaille en contexte d'obésité. C'est important d'en avoir conscience parce qu'on a tous des représentations, même moi j'en ai, et c'est important de les travailler quotidiennement. On a la stigmatisation structurelle, donc, du coup la société, les médias qui renvoient de la stigmatisation, même dans des milieux plus spécifiques comme les écoles ou les hôpitaux. La stigmatisation sociale qui se joue en contexte relationnel, donc, par exemple entre des camarades à l'école qui vont se critiquer par rapport à un poids qui a été pris ou même voir un poids qui a été perdu. Et puis l'autostigmatisation, donc là, c'est quand la stigmatisation, elle est perçue par autrui, elle est comprise et du coup, l'individu, malheureusement, va se l'appliquer à lui-même. On parle de stigmatisation internalisée également. Donc l'obésité, ça expose à de la discrimination systématique. En gros, la plupart des minorités dans nos sociétés, elles sont constamment stigmatisées. C'est important de s'en rendre compte, même sur des choses en fait, qu'on ne perçoit pas. Et ces personnes, elles le perçoivent plus ou moins intensément, ou du moins elles y sont exposées. On parlait tout à l'heure de ce sentiment de sécurité, la neuroception, ce sentiment implicite d'évaluer systématiquement notre environnement comme sécure ou non. Ben, du coup, il est constamment activé et il est pour ces personnes-là. Ces expériences répétées peuvent être vécues comme des traumas chroniques. Donc, des expériences de stigmatisation peuvent générer un trauma, mais aussi elles peuvent renforcer la charge traumatique initiale. Donc, un individu qui aurait vécu des expériences traumatiques, ces expériences d'agression, de stigmatisation, ça renforce du coup les conséquences du trauma initial. Donc, les milieux de soins liés à l'obésité peuvent véhiculer des normes corporelles implicites fondées sur l'idéal de beauté mince, de la maîtrise de soi ou alors de la bonne santé. Voilà, donc, il y a beaucoup de personnes, de médiateurs sanitaires qui se battent justement pour le fait de dissocier obésité et mauvaise santé. Enfin, pour dissocier obésité de la mauvaise santé. C'est d'ailleurs un rapport qui est sorti l'année dernière sur euh, les différents types d'obésité. Enfin, je vous apprends rien, mais avec l'obésité clinique et l'obésité, deux formes d'obésité, une qui engendre des conséquences sur la santé, une autre non. Ce modèle internalise à la fois les patients et les professionnels. Du coup, je voulais aussi aborder le fait que il y a certaines personnes qui travaillent en contexte d'obésité, qui portent elles-mêmes des stigmates de la stigmatisation parce qu'elles sont elles aussi en situation d'obésité. En gros, ces individus sont particulièrement à risque parce que ça peut provoquer de la dissonance cognitive. Du coup, en fait, à la fois, je dois soigner des personnes qui sont en situation d'obésité, euh, mais à la fois, moi aussi, je suis stigmatisé socialement. Du coup, ça engendre une dissonance cognitive entre ma façon de faire et ma façon de penser. Donc, ça peut engendrer beaucoup de conséquences. Donc, autrement dit, je suis censé aider les autres à perdre du poids, mais je n'y parviens pas moi-même, par exemple. C'est un exemple. Donc, conflit de valeurs entre valeurs professionnelles et identitaires, ce qui peut engendrer, du coup, sur le plan psychologique, une détresse émotionnelle marquée, un renforcement défensif vers la norme, donc c'est-à-dire que du coup, je vais euh, davantage adhérer aux stéréotypes et je vais davantage adhérer euh,
aux représentations que les gens ont des personnes en situation d'obésité pour essayer de m'en distancer. De l'évitement ou du retrait dans les parcours de soins, par exemple se sentir incapable de faire ça alors que la personne elle en est tout à fait capable, malgré sa situation pondérale. Et puis des risques psychosociaux au travail, de l'épuisement, fatigue de compassion, des phénomènes qu'on va avoir juste après ça. Donc, pour conclure cette partie sur le psychotrauma, on va un petit peu plus parler un petit peu de sa contamination sur le plan patient-soignant. Le psychotrauma ne reste jamais isolé. Il peut contaminer l'espace entre le patient et le soignant et s'infiltrer jusque dans l'institution. Donc, c'est important en fait d'en avoir peur parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable, donc de s'en rendre compte. En prendre conscience et déjà commencer à agir. Donc, au niveau des soignants, dans le domaine du psychotrauma, en fait, c'est des personnes qui sont beaucoup étudiées parce qu'elles sont exposées soit en première ligne lorsqu'il y a un événement qui vient d'arriver, ou soit en seconde ligne quand elles prennent en charge et prennent en soin les personnes qui ont vécu ce type d'expérience. Donc, il peut y avoir différents types de répercussions. Là, je vous en ai mis trois. Donc, le trauma vicariant, c'est plus un domaine de contamination. Donc, en gros, c'est quand la personne, en fait, donc un soignant, accompagne des personnes qui ont vécu des traumas et en fait, l'espace thérapeutique il va être contaminé par ce que le patient rapporte et ça va transformer en fait finalement les représentations du soignant sur ce qui se représente de la vie. En fait, son schéma représentatif de la vie va être impacté par ce que le patient lui rapporte. Donc ça se fait à force d'exposition répétée en fonction de l'intensité du vécu de la personne et aussi également, on le verra tout à l'heure, en lien avec sa propre histoire personnelle. Donc par exemple, une personne qui à la base ne croyait pas ça peut être amenée à croire que par exemple tous les hommes sont violents après avoir accompagné beaucoup de victimes de violences conjugales. On a aussi le secondary traumatic stress, donc ça c'est reconnu par le DSM-5. Du coup, en gros, c'est les symptômes proches du TSPT. Donc c'est un traumatisme secondaire, en gros, c'est les symptômes du TSPT qui transitent du patient vers le soignant. Donc en gros, le soignant va développer un trouble de stress post-traumatique euh, de manière vicariante, donc par autrui. Il n'a pas été exposé à l'événement, pour autant il développe des symptômes. Donc c'est par exemple des soignants qui vont faire des cauchemars par rapport à ce que le patient a rapporté, avoir des tendances à éviter certains endroits par rapport à ce que le patient a rapporté, et puis être en hyperactivation dans certaines situations. On a aussi la fatigue de compassion. Donc, en fait, c'est des termes souvent qu'on confond et qu'on mélange. La fatigue de compassion, c'est un peu un terme parapluie qui n'est pas spécifique au domaine du psychotrauma. Même des personnes qui ne travaillent pas avec des personnes qui ont été exposées à des traumas peuvent développer une fatigue de compassion. Mais sur le plan de ce que ça représente au niveau des répercussions, c'est une combinaison entre des symptômes de stress, mais également de burn-out professionnel. Euh, donc ça ne suppose pas systématiquement une exposition à des traumas implicites de la part d'un patient, mais une charge empathique chronique surtout. Quels sont les mécanismes possibles? Donc, la résonance empathique, du coup, en lien avec, sur le plan neuroanatomique, les neurones miroirs. Donc, le fait d'être exposé à des récits traumatiques, ça active des réponses similaires chez le soignant sur le plan neurologique. En gros, il y a une incorporation de la souffrance de l'autre. Ça, c'est Pascal Brion qui le dit, qui l'explique très bien. Euh, les mécanismes, c'est d'être aussi plutôt dans la sympathie, donc se mettre à la place du patient, plutôt que dans une logique empathique. Parce que du coup, il y a une distinction entre les deux. On peut être empathique sans être dans la sympathie et sans se confondre avec autrui. La dissociation secondaire, en fait, des fois, quand on est exposé à certains récits, euh, ça peut en fait provoquer une forme de dissociation en soi. En fait, on se sent un peu déconnecté, un peu percuté parce que la personne nous rapporte et du coup, on peut être un petit peu dans un brouillard, un petit peu détaché, sentir une sensation de flottement. Ça, du coup, c'est des facteurs de risque à prendre en compte. La fatigue compassionnelle, du coup, l'usure répétée liée à un investissement dans le travail, une usure empathique parce qu'on n'a pas mis assez de limites, et que nos ressources sont épuisées par notre contexte de travail et relationnel. La contamination institutionnelle, du coup, une surcharge émotionnelle des équipes, une trop grande pression sur les équipes, ça peut être un mécanisme par lequel vient s'infiltrer du coup ce type de phénomène, avec des tensions entre les équipes, une rigidification des pratiques, on fait comme ça et pas autrement. On ne prend pas en compte le point de vue des soignants et une perte de sens collectif dans le travail.
finalement, on a fait ce métier pour certaines raisons et en fait, on s'éloigne en fait de ses valeurs et de pourquoi on l'a fait. Certains auteurs parlent aussi de structure de peur traumatique. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est un autre terme pour parler de ça. En gros, les récits traumatiques des patients s'intègrent dans nos propres représentations et du coup peuvent engendrer des réviviscences. Donc, aussi de l'accumulation de facteurs de risque, pour finir, surcharge émotionnelle, stress chronique, que ce soit au travail ou même à l'extérieur, des traumas personnels aussi antérieurs, le fait d'avoir été soi-même en tant que soignant exposé à des traumas, ça peut venir faire ricocher sur notre vécu. Un manque de soutien, que ce soit hiérarchique, institutionnel ou même à l'extérieur du travail, et des mauvaises stratégies d'auto-soin, j'en parlais tout à l'heure. Quels signes qui doivent alerter? Donc, on a des signes sur le plan émotionnel, donc une hypersensibilité. Donc, par exemple, on se rend compte que par rapport à avant, on est beaucoup plus sensible à certains discours, un peu plus perméable émotionnellement, un peu plus euh, irritable aussi, ou anxieux, avec des cognitions en lien avec les émotions, comme par exemple un sentiment d'impuissance. Sur le plan cognitif et spirituel, on peut remettre en question certaines parties ou voire même toute son existence. C'est des questions existentielles en lien avec notre profession, en lien avec même la vie de tous les jours, hein. Une perte de sens euh, et des croyances qui sont ébranlées par le vécu des patients. Sur le plan comportemental, il faut faire attention à ça. C'est vraiment des facteurs qui sont importants à prendre en compte, que ce soit sur le plan personnel ou même en tant qu'équipe. Un isolement, voilà, soudain d'une personne, des erreurs qui sont commises alors que la personne n'en faisait pas, donc ça peut indiquer une fatigabilité. L'évitement de certaines situations, une lassitude, un évitement de certains contextes, et une irritabilité aussi avec les patients. Donc c'est important aussi de ne pas culpabiliser et d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette irritabilité s'installe. Sur le plan physique, il peut y avoir un sentiment de fatigue, d'épuisement, des douleurs, des troubles du sommeil. En d'autres termes, ce qu'il faut retenir, c'est que la vision du monde du soignant est perturbée et teintée par la résonance traumatique. L'idée, en fait, c'était de vous proposer une conférence ce soir sur l'interface entre le patient et le soignant en tenant compte d'une approche systémique. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais progressivement euh, passer de la théorie à la pratique. Et là, l'idée, en fait, c'est que chacun, en fonction de sa profession, en fonction de ses appétences, en fonction de ce qui est faisable ou pas de faire, peut, dans les prochaines diapositives, puiser des stratégies, des ressources ou des idées pour pouvoir, en fait, faire de cette soirée quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Donc, je vous ai noté, avant de passer à l'approche trauma informée, que je vais évoquer tout à l'heure, ce qu'on peut faire, du coup, pour éviter cette fatigue et cette transmission du trauma dans l'espace patient-soignant. Donc, premièrement, ce qui est important de prendre en compte, c'est ce que l'institution peut faire. L'institution, du coup, elle peut mettre en place des politiques de prévention du trauma vicariant, du coup, en ayant des protocoles ou en discutant avec les équipes. Progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a de nombreuses cliniques qui développent, notamment aux États-Unis, hein, ils sont souvent précurseurs par rapport à nous, des façons de travailler, en fait, en tenant compte de ces aspects-là, même dans des domaines qui ne sont pas directement liés au trauma. En faisant des recherches, j'ai trouvé aussi des cliniques aux États-Unis qui en contexte d'obésité, applique ces approches-là. Donc, du coup, elle crée des politiques de prévention du trauma vicariant pour protéger les soignants. Il y a des mises en place de rotation, du coup, discuter dans l'équipe entre les différents, que ce soit avec les supérieurs hiérarchiques ou même en tant qu'intervenant, une rotation autour des cas qui sont difficiles, que ce soit des cas identifiés ou pas. Imaginons une personne est en difficulté avec un patient, ben, c'est important d'en discuter et du coup d'alterner au niveau des personnes qui accompagnent cette personne-là. Des espaces de débriefing après des événements. Donc, du coup, c'est important dans ce cas-là d'identifier les événements qui ont une charge traumatique importante pour les équipes ou une charge émotionnelle importante, avant de parler de trauma. Et du coup, bah, de pouvoir mettre à disposition des temps ou des espaces qui permettent de débriefer en équipe ou que la personne puisse, s'il n'y a pas de possibilité de le faire en équipe, pratiquer des stratégies d'auto-soin que je te développerai tout à l'heure, toute seule pour essayer de prévenir du coup les conséquences de ce type d'événement. Une culture organisationnelle transparente et sécurisante, du coup, parce qu'on sait à quel point les non-dits, que ce soit sur le plan interpersonnel ou même euh, organisationnel, ça peut faire plus de mal que de bien, même quand c'est dans une logique pour protéger. C'est important d'avoir une approche transparente, parce que la transparence, ça sécurise. Quand on ne sait pas, voilà, on est plus insécurisé.
Des politiques de bien-être au travail. Ça, après, dans la plupart des structures, c'est des choses qui bougent, qui essaient de se mettre en place pour essayer de prévenir, mais aussi d'aider les soignants. Et puis des supervisions, des réunions régulières. Ça peut être même une petite place pendant une réunion d'équipe sur ces aspects-là. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que sur le domaine de l'accompagnement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin de déposer au niveau de votre vécu, que ce soit sur le plan de la supervision ou de la co-supervision entre des collègues, ou rien que le fait de faire des réunions régulières sur ces thématiques-là. Voilà, juste déposer un espace où on peut parler de ces choses-là, ça peut être très salvateur pour les soignants. Et puis quand on prend soin des soignants, on prend aussi soin des patients. Et puis la formation continue, mettre à disposition des temps où on peut échanger avec des professionnels ou des formateurs sur ces aspects-là pour être renseigné, pour savoir où on va, pour pas être dans le brouillard et pour pouvoir, même si on ne va pas devenir des experts en psychotrauma du jour au lendemain, bah, avoir quelques billes et s'y intéresser et savoir réagir. Donc les solutions sur le plan du soignant. Donc, sur le plan du soignant, on parle de stratégie d'auto-soin, notamment des limites professionnelles claires. Donc, en gros, c'est intéressant. euh, Est-ce qu'on se pose vraiment la question en tant que soignant de quelles sont nos limites? Est-ce qu'on s'est déjà posé voilà, pendant quelques minutes en prenant une feuille ou en réfléchissant à quelles sont nos limites? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Ben, c'est important dans une approche trauma informée euh, d'avoir en tête ses limites pour ne pas pouvoir aller dans des domaines qu'on ne maîtrise pas et auxquels on pourrait faire plus de mal que de bien pour le patient et pour soi, parce qu'il y a une relation réciproque. Donc c'est important de se questionner. Ben, du coup, moi, ma limite, par exemple, c'est le type d'événement. Ben, par rapport à mon vécu, euh, par exemple, le fait d'être exposé à des vécus de violence sexuelle, ça, c'est pas possible. Donc, du coup, bon, ben, je peux pas prévenir le discours des patients. Pour autant, je peux identifier que ce type de discours-là, c'est pas supportable pour moi et ça va engendrer des conséquences. Donc, du coup, je peux construire en fait des stratégies qui vont limiter le discours du patient. J'y reviendrai tout à l'heure pour qu'en fait, on ne soit pas exposé de manière continue. L'autocompassion, qui est une forme de, de psychothérapie. Enfin, la thérapie fondée sur la compassion est une forme de psychothérapie, mais il y a des techniques d'autocompassion euh, qui vont permettre en fait de redonner du sens au travail, de redonner du sens à sa personne, d'avoir un langage beaucoup plus bienveillant envers soi-même en tant que soignant, mais aussi en tant qu'individu, qui va permettre de réguler les émotions de manière plus, euh, plus sécurisée. L'autocompassion, par exemple, ça peut être des techniques de se parler comme si on parlait, par exemple, à un enfant, euh, se parler comme si on parlerait si on a une appétence, par exemple, pour les animaux, bah, un animal, si on a du mal à se parler correctement ou qu'on est dans la critique permanente de soi, c'est important, du coup, de changer de regard sur soi et de se parler avec un langage bienveillant. Ça peut être aussi la création dans sa tête d'une image bienveillante. Moi, j'avais une amie qui utilisait une super-héroïne qui se représentait mentalement pour se parler et s'appuyer dans le quotidien. Des exercices de visualisation, etc. C'est pas le propos de la conférence d'aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que même sur Internet, vous pouvez trouver des stratégies d'autocompassion. Un soutien externe et interne. C'est important d'avoir un soutien interpersonnel dans le domaine du travail, mais aussi à l'extérieur du travail pour préserver un équilibre pro-perso. Au niveau de l'hygiène de vie, donc bon, bah, ça, c'est des notions de base voilà, qu'on a quand même en tête, mais des fois qu'on a du mal à s'appliquer. Mais l'hygiène de sommeil, l'hygiène alimentaire, l'hygiène, l'activité, le fait de bouger, sans forcément parler de sport, mais juste le fait de bouger, le fait voilà, si on a une appétence par exemple pour le voyage, pour s'évader, regarder des œuvres artistiques, par exemple, ça c'est des choses qui peuvent faire aussi du bien et prévenir ce type euh, de répercussions. L'hygiène émotionnelle. Donc l'hygiène émotionnelle, c'est en fait tout ce qui tourne autour des compétences en termes de régulation émotionnelle. Comment est-ce qu'on va identifier, accueillir, respecter nos émotions? Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Est-ce qu'il y a certaines émotions qu'on a tendance à mettre sous le tapis et remarquer à quel point ces émotions-là, elles peuvent revenir de manière beaucoup plus frontale quand on les évite? Et puis trouver des stratégies qui vont nous permettre de réguler, des stratégies court ou moyen terme. Ça peut être par exemple téléphoner à un proche, ça peut être aller faire un footing, ça peut être pour certaines personnes manger du chocolat, c'est OK, du- du- de- dans la mesure où c'est utilisé de manière flexible. La flexibilité émotionnelle, c'est très important. De ne pas rigidifier sur un type de stratégie, parce que du coup, c'est là où ça peut devenir un peu pathologique.
L'autosurveillance, du coup, le monitoring de soi, le fait voilà, de se poser la question, comment je me sens après cet entretien, comment je me sens après cette réunion d'équipe, voilà, après cette journée de travail, comment est-ce que je me sens, de quoi j'ai besoin. Et puis, le fait de parler aussi en termes de supervision et d'intervision entre collègues ou avec des personnes extérieures qui peuvent avoir un regard peut-être plus appuyé et externe sur la réalité de notre quotidien professionnel. Donc voilà pour certains types de stratégies, donc de grands domaines. Et puis tout au long de cette dernière partie, on va aborder certains cas concrets. Donc le trauma vicariant et la fatigue de compassion ne sont pas des signes de faiblesse, mais des risques professionnels qui sont normaux. On y est tous exposés, euh, quelle que soit notre profession, quel que soit qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit une minorité ou pas. Il nécessite des stratégies de prévention actives, comme on vient de l'aborder, et une culture institutionnelle sécurisante. Après, on va parler du lien de sécurité qu'on peut se construire dans l'espace thérapeutique, pour le patient, pour soi et pour l'institution. Donc, quand on parle d'approche centrée sur le trauma, en fait, on est tous concernés euh, dans nos pratiques professionnelles. Donc, soit en fait, pour certaines personnes, on est indifférent au trauma. Du coup, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas, qu'on ne va pas investiguer. Si on nous dépose un événement traumatique ou un vécu traumatique, on va en avoir rien à faire, par exemple. Pas parce qu'on pas parce qu'on est quelqu'un de mauvais ou de méchant, mais parce qu'on peut juste se dire, je suis pas assez formé, c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit. Voilà, la personne, elle n'a pas à déposer ça là, par exemple. Dans l'évitement de ce type de récit. On peut être dans une logique de réactivité au niveau du trauma. Mais du coup, on va, OK, on est alerte, on sait ce que c'est, on va être réactif, on va potentiellement euh, proposer à la personne des ressources externes, mais voilà, c'est pas l'objet même euh, du parcours de soins. Après, on peut être dans une approche trauma sensible, où là, du coup, on est informé sur le trauma, on y est sensible, mais on ne se sent peut-être pas avec tous les outils en notre possession pour pouvoir agir. Et puis, on peut considérer voilà, que c'est important que le patient dépose ça là, mais que ça ne doit pas être pris en compte de manière trop importante dans le soin. Et au milieu de tout ça, on a l'approche trauma informée, qui est l'approche que je vais vous présenter, qui en fait considère qu'il y a des principes de base dans la relation thérapeutique et dans la relation qu'un individu entretient avec son environnement, qui peuvent être améliorés pour en fait éviter la retraumatisation, pour sécuriser le lien, pour ramener une personne qui aurait vécu des événements traumatiques sur le chemin du rétablissement. Et en fait, cette approche, elle est intéressante parce que elle nécessite de s'informer quotidiennement, régulièrement, sans forcément être un expert du trauma pour pouvoir mettre en place des choses. C'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui, parce que dans la salle, j'imagine qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes connaissances, compétences, matériel thérapeutique pour pouvoir aborder ces questions-là. Donc en fait, c'est plutôt une approche de savoir-être et qui va basculer sur du savoir-faire. Et après, on a des approches beaucoup plus puissantes qui sont davantage centrées sur le trauma. À mon sens, l'idée, c'est pas non plus voilà, de tout voir par le trauma, mais du coup, une approche trauma responsive où là, du coup, on va vraiment être sur un travail thérapeutique très centré sur le trauma, voilà, où on explique vraiment tous les phénomènes par le trauma. Et puis, trauma transformatif, où là, on est dans des logiques où on peut même s'appuyer sur le vécu traumatique pour avoir une amélioration de son vécu a posteriori. Ce qui est approche centrée sur la croissance post-traumatique, etc. Donc, ces approches-là vont de l'induction du trauma à la réduction du trauma. En fait, si je suis dans l'indifférence, dans juste la réaction du trauma, du coup, je peux en fait induire moi-même du trauma en tant que soignant. Donc, l'ensemble des diapositives prochaines, elles se basent sur un manuel en fait, qui est libre et accessible, qui a été créé par le Substance Abuse and Mental Health Service Administration, donc le SAMHSA, qui ont été les premiers en fait, à construire cette approche thérapeutique et de soins. Le manuel de référence, c'est la TIP 63, et donc du coup, vous pouvez le retrouver en PDF sur Internet, c'est en anglais. En France, c'est encore très émergent, on ne parle pas beaucoup de ces approches-là. Donc du coup, mais c'est accessible. Donc moi, je vais vous synthétiser le contour de cette approche. Donc cette approche, elle se base sur 4 piliers. Réaliser en tant que soignant l'impact du trauma, de ce que ça implique de se rétablir d'un trauma. Donc ça comprend le fait de connaître un minimum ce qu'est un trauma, donc par exemple ce qu'on vient de voir ce soir, et puis potentiellement continuer à investiguer ces notions-là, s'y intéresser. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça implique pour les gens de se rétablir? Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas vécu de trauma qu'on ne peut pas imaginer, voilà, questionner, essayer
se questionner sur ce que ça peut être de vivre ça, sans forcément être dans une approche où on se confond avec le vécu des autres, mais juste, voilà, par exemple, regarder si on s'en sent capable en fonction de nos limites, encore une fois, des témoignages de vécu, par exemple, sur YouTube, il y a plein d'émissions sur la 2, ça commence aujourd'hui, où on peut, en fait, finalement s'informer de ce que ça peut être de vivre ça. À différents niveaux, en fonction de ses propres ressources et de ses propres capacités à pouvoir être exposé à ça. Donc, reconnaître que le stress a des influences, que ce soit le stress traumatique ou pas, mais le stress à la base, ça a des influences sur les émotions, sur le métabolisme, sur les hormones, sur le poids, sur les habitudes de vie et le comportement. Donc, quand on travaille avec des personnes en situation d'obésité et qu'on traduit ça auprès de ces personnes-là, ben, c'est que ben, potentiellement, ben, si imaginons leur, leur système HPA est dysrégulé, bah, du coup, le stress, elle le métabolise pas de la même manière qu'une autre personne. Et du coup, ça peut engendrer plus de fluctuations émotionnelles, des difficultés métaboliques, des difficultés hormonales, des prises de poids, etc. En fait, on peut venir expliquer, finalement, et cette approche est intéressante parce qu'elle vient expliquer comment l'individu s'adapte face à ce qu'il a pu vivre. Donc, reconnaître les signes et symptômes du trauma. Donc, ça veut dire être quand même assez alerte sur OK, dans quoi je m'embarque dans cette discussion-là, qu'est-ce que ça signifie, quels sont les contours de ce que la personne est en train de me préciser. Voilà. Donc, capter l'historique traumatique. Donc, par exemple, si on s'en sent capable et que la personne, on sent qu'elle est prête et OK, on lui pose la question et du coup, on peut essayer de tracer, OK, là, vous venez de me parler d'un événement traumatique, quand est-ce qu'il a eu lieu et relier ça par rapport au parcours de soins du patient. C'est intéressant potentiellement que juste après l'événement traumatique, il y a une prise de poids ou il y a eu un recours massif à l'alimentation, par exemple, ou tout un tas d'autres raisons, mais par exemple, faire une ligne de vie au cours de la vie de l'individu, comment est-ce que ces expériences-là se sont positionnées et comment est-ce que l'individu y a répondu. Et encourager la conscience de soi autour de l'alimentation et des activités comme stratégie de coping. Donc ça, en gros, c'est l'idée d'être dans une approche où ces stratégies qu'un individu peut mettre en place en situation d'obésité, c'est pas, euh, c'est pas pour s'auto-saboter, c'est en fait une réaction qu'il a eue pour survivre. En gros, dans cette approche-là, on parle de survivants, on parle pas de victimes. On parle de personnes qui, en fait, a mis en place des choses qui sont peut-être pour nous, d'un point de vue extérieur, complètement dysfonctionnelles, mais pour autant, s'il est en face de nous aujourd'hui dans cet état-là, peut-être que ça aurait été pire s'il n'avait pas fait ça. Et en fait, ça a été sa manière de réagir. Et en fait, c'est une autre approche, une autre conceptualisation qui peut être aidante sur le plan clinique. Résister contre la retraumatisation, donc que ça concerne la traumatisation de soi en tant que soignant, mais aussi éviter de retraumatiser un patient. Donc, utiliser le langage de positivité, de neutralité corporelle. Donc là, c'est toutes les approches sur le fait de ne pas stigmatiser une personne par rapport à son apparence physique. Se concentrer davantage sur ce que la personne elle a réussi à faire entre les séances ou pendant son parcours de soins plutôt que sur ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Se concentrer sur les comportements plutôt que sur un chiffre, par exemple sur une balance, voire même quand les peser, demander dans quelles conditions la personne veut être pesée, par exemple. Est-ce que, en fonction, moi je ne suis pas un expert du contexte de l'obésité en termes de prise en charge, mais est-ce que ça peut se faire habiller? Est-ce qu'on peut proposer à la personne de décider quand est-ce qu'elle le fait, etc. Et potentiellement trouver une alternative pour si la personne ne veut pas se peser à chaque fois, par exemple, ne pas lui dire le poids qui lui est affiché, ou alors espacer les pesées. Au niveau des réponses, donc répondre à ce que la personne peut nous dire sur le plan du trauma. Donc les interventions doivent se centrer sur le patient. Du coup, ça, je pense que au moins d'accord avec ça. Inclure des supports de santé mentale, du coup. Santé physique, santé mentale, une interaction, quelque chose de très intégratif, et encourager les relations positives avec l'alimentation et les activités quotidiennes, du coup. Donc ça, c'est des aspects qui ont été développés dans des recommandations trauma informées en contexte d'obésité pédiatrique aux États-Unis. Donc l'approche Trauma Informed Care, donc TIC, donc approche trauma informée, elle, donc ça c'était les 4 grands piliers qu'on aurait pu détailler pendant des heures. Mais en gros, il y a une saccade de principes importants. Donc le premier principe, c'est le principe de sécurité. Vient la confiance et la transparence, le soutien social, la collaboration, l'empouvoirment, donc le fait d'être en capacité d'agir, et l'aspect culturel, historique et genré. Donc en fait, il y a des choses à faire et à adapter dans sa posture professionnelle, que ce soit sur le plan de l'institution, du soignant et du patient, enfin, pour le patient, au niveau de ces 6 composantes. Donc
Au niveau sécuritaire, du coup, c'est une sécurité en termes d'interaction, donc par exemple dans le parler, mais aussi physiquement. Donc, proposer des espaces qui sont sécurisés. Par exemple, la sécurité, c'est pas forcément le fait de faire mal ou le fait d'avoir mal ou de ne pas avoir mal. C'est aussi le fait de sécuriser la sphère psychique de l'individu. Notamment sur le plan de la stigmatisation, par exemple, bah, le fait de prendre en compte que, bah, par exemple, il faut des chaises qui permettent aux personnes de s'asseoir, par exemple. Tout ça, en fait, c'est des éléments qui vont sécuriser l'individu sans forcément qu'il s'en rende compte. Ça peut être de, par exemple, afficher des choses positives dans l'environnement, des choses où on se sent confortable quand on est assis, etc. Proposer un environnement chaleureux le plus possible. Euh, et au niveau des interactions qu'on peut avoir avec les personnes. Au niveau de la confiance et de la transparence, c'est que les décisions, en fait, on essaye au maximum qu'elles soient prises en collaboration avec le patient. Et puis, quand on est dans une logique institutionnelle, bah, du coup, bah, avoir une transparence et une confiance entre les équipes, entre l'institution et les équipes, mais également avec les patients. L'idée, c'est vraiment de construire une alliance thérapeutique qui est centrée, bah, comme toute alliance thérapeutique, mais sur la confiance, la sécurité, euh, pour vraiment commencer le travail. Sur le plan du soutien social, on sait à quel point c'est important pour un être humain bah, d'être bien entouré socialement. Qu'est-ce que ça veut dire bien entouré? Ça veut dire on va, dans une approche trauma informée, s'assurer que la personne, elle ne soit pas encore en contact avec, par exemple, des potentiels agresseurs. En contexte pédiatrique, par exemple, c'est de s'assurer que bah, l'enfant n'est pas en insécurité avec ses parents, par exemple des parents qui seraient maltraitants, etc. Quand on est sur des adultes, du coup, ça peut être potentiellement le fait de demander à la personne si elle est, et ça rejoint le principe de sécurité, si elle est en danger à l'heure actuelle, par rapport au fait que la personne soit encore dans son entourage ou que la personne, même si elle n'est plus directement, puisse faire irruption dans sa vie et la remettre en danger. Donc ça concerne la famille, donc quand c'est possible, inclure les proches parce que c'est des partenaires très intéressants dans cette approche trauma informée, mais dans n'importe quelle approche, hein. Je vais vraiment me concentrer là-dessus. Les professionnels, les pères aidants, des personnes qui ont été confrontées, qui ont un parcours de rétablissement, les patients entre eux. Voilà. Le soutien social, c'est quelque chose qui est transformatif dans une approche centrée sur le trauma. La collaboration mutuelle entre le patient et le soignant, que les professionnels partagent leur expertise. Dans certaines pratiques cliniques autour de cette approche, les soignants peuvent même parler de certaines facettes de leur vécu, sans rentrer trop dans le détail, mais quand c'est utile sur le plan thérapeutique, ils s'autorisent à le faire. Ou tout du moins exprimer en fait finalement ce que ça nous fait en fait d'entendre ce type de discours, par exemple, quand on se sent capable. Parce que des fois, on peut avoir des patients qui sont dissociés et qui en fait nous parlent de quelque chose de très adulte alors qu'en fait, c'est quelque chose d'horrible. L'empouvoirment, on construit la capacité d'agir, par exemple via des méthodes d'éducation thérapeutique du patient. Enfin, l'éducation thérapeutique du patient, c'est mettre au centre le patient dans sa capacité d'agir et d'agir sur son parcours, sa maladie. Donc vraiment essayer de faire en sorte de voilà, développer ça chez le patient et ensuite tenir compte de l'impact systémique du trauma. Parce que du coup, même si dans la relation et l'espace thérapeutique, on a une approche trauma informée, on essaie de sécuriser, d'éviter la retraumatisation et de se servir voilà, de ça comme un levier thérapeutique, euh, en fait, l'individu, il évolue dans une société, nous aussi, euh, qui culturellement peut être stigmatisante, traumatisante, en termes d'origine ethnique également. On sait que certaines minorités ethniques sont plus exposées à des traumas, donc ça, il faut en avoir conscience. Les minorités sexuelles et de genre sont davantage exposées à des traumas. Les personnes en situation de surpoids et obésité, on l'a vu, elles, elles sont exposées davantage à de la stigmatisation, de l'autostigmatisation. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience. Et même soi-même, en tant que soignant, quand on est dans cette logique-là, bah, de prendre conscience si on fait partie d'une minorité, etc., bah, quelles sont les répercussions, en fait, ouvrir le regard sur bah, comment est-ce qu'on perçoit les informations à la télé, l'environnement. Alors, le contexte actuel, il est assez percutant et il influence, en fait, finalement, la vie de tout à chacun. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, l'approche trauma informelle, elle est systémique. Elle prend en compte la relation patient-soignant, la relation soignant-institution et l'institution. Donc, elle n'est pas uniquement patient-centrée et elle protège en fait l'ensemble des parties. Donc là, on va parler des différents principes par domaine. Donc, en gros, l'idée, c'est de voir ce que l'institution elle peut faire par rapport au principe, ce qu'on peut faire pour le patient et ce que le soignant peut faire et s'appliquer à lui-même.
Donc, ça va peut-être être un petit peu de redite, mais par exemple, pour l'institution, c'est d'avoir des politiques de gestion de situation de crise, en cas de violence, en cas de crise, des espaces physiques adaptés pour les patients et pour les soignants, des protocoles clairs de prévention, de retraumatisation. Si vous avez besoin, je pourrais vous envoyer des protocoles rédigés, qu'on co-construit tous ensemble, par exemple. Sur le plan du patient, c'est améliorer sa sécurité physique et relationnelle, faire de la psychoéducation, l'informer, voilà, quand lui poser la question, est-ce que vous voulez en apprendre un peu plus sur ce qui est voilà, ce qui peut se jouer pendant un trauma, comment est-ce qu'on peut expliquer en fait là où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu, est-ce qu'on peut aller creuser ça ensemble et voilà, en fait, se servir de ce que le patient sait de lui, parce que c'est lui qui est expert de lui-même, mais aussi en tant que soignant, on peut aussi lui apporter des choses et des informations qui peuvent en fait l'éclairer et qui vont venir plus tard améliorer sa capacité d'agir. Et puis favoriser un cadre sécurisant et sécurisé. Donc c'est aussi important de prendre conscience de comment est-ce qu'on se sent soi-même avec un patient, parce que des fois, ça peut le faire, hein, qu'on n'est pas forcément à l'aise avec certains patients. Et du coup, surtout chez les patients qui sont traumatisés, cette neuroception, elle est beaucoup plus alerte et il va beaucoup plus sentir qu'il y a une faille dans la relation thérapeutique. Donc c'est aussi important d'être honnête avec soi-même et de prendre conscience aussi de tout ça. Donc pour les soignants, ça peut être par exemple tenir compte du lieu. Est-ce que je peux choisir mon lieu de consultation? Peut-être que dans cette salle, je me sens beaucoup plus agréable. Peut-être qu'en m'asseyant à côté du patient, de cette manière-là, ça me rassure davantage. Ou j'ai peut-être besoin d'une distance un peu plus importante. En fait, toutes ces questions des limites-là, se les poser pour en fait se sécuriser en tant que soignant. Parce qu'un soignant sécurisé, c'est un patient qui peut être sécurisé. Des pauses de 5 minutes après chaque entretien, par exemple, ou de 3 minutes, mais tout du moins, juste prendre une pause et en avoir conscience. Parce que du coup, je suis déjà intervenu en addicto, on m'a dit, ouais, mais j'ai pas le temps de faire 5 minutes de pause. C'est peut-être juste 1 minute, mais 1 minute de pause où je me dis, là, pendant 1 minute, je ne fais rien, je me concentre sur ma respiration, c'est mieux que juste aller prendre, par exemple, peut-être un café, ou alors, tout du moins, prendre le café en pleine conscience. Là, du coup, j'ai pas le temps de me prendre un café et de faire une pause, je vais prendre mon café en pleine conscience, j'ai envie de le savourer avec un collègue ou même seul avec moi-même. Et du coup, je fais cet exercice-là et j'en prends conscience. Je suis présent ici et maintenant. De la respiration et de l'ancrage corporel. Ça peut être de la respiration lorsque l'on est, par exemple, en consultation, se centrer sur sa respiration si on sent qu'on est débordé, en prenant conscience du coup de ce qu'on peut ressentir. Euh, la confiance et la transparence. Donc, une institution qui est transparente avec ses équipes. Donc, les objectifs cliniques peuvent être partagés, pas de décision cachée, etc. Après, ça dépend de chaque institution. Moi, je ne connais pas les vôtres. Communication institutionnelle claire, en tout cas. Oser dire les choses telles qu'elles sont, ça fait moins de mal que de cacher. Euh, Donner des informations aux patients sur son parcours de soins, que la relation soit symétrique. Du coup, on considère qu'il a autant à apporter à son parcours qu'on peut lui apporter, pas être dans la toute-puissance. Et puis de la transparence mutuelle. Voilà. Pour le soignant, du coup, reconnaître en soi le malaise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, prendre conscience que par exemple, ce récit-là, il m'a plus touché qu'un autre. Et c'est OK. Et du coup, qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà, si j'ai besoin d'en parler avec quelqu'un, je peux venir le déposer. Je peux choisir le moment de quand le déposer. Voilà. L'empouvoirment aussi, enfin, la prise de conscience et de, et de capacité d'agir du soignant, c'est aussi important de la mettre aussi en place. En tant que soignant, on peut faire des choses pour soi. Euh, L'institution peut faciliter ça, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire à soi-même. Et bien sûr, c'est une interaction. Le soutien social, donc des programmes de pairs aidants pour les soignants, par exemple, mettre en place du coup des associations de patients concernés ou des médiateurs santé pairs qui sont de plus en plus développés. Les inclure dans l'équipe et essayer de construire des choses avec eux. Des espaces de soutien aussi pour les soignants. Inclure les proches quand c'est possible. Donc, je disais quand c'est possible tout à l'heure parce que des fois, malheureusement, il y a des proches qui ne sont pas aidants sur le plan du parcours de soins. Et c'est important, alors pas de le dire cash aux patients ou les, les évincer, mais du coup, en fait, travailler ça aussi avec le patient pour que le patient soit en capacité d'agir et de reconnaître que peut-être que cette personne-là, du coup, elle handicape possiblement son parcours de soins. Euh, donc, du coup, nous, en tant que soignants, quand il n'y a pas volonté du patient d'inclure des personnes de l'entourage et qu'on a pris conscience que les personnes sont, voilà, elles sont en lien avec un vécu traumatique, on ne va pas aller les chercher. Reconstruire le lien social parce que souvent, c'est des personnes, quand on a vécu un psychotrauma ou pas que, hein, mais le lien social, il est faible, il est empreint de méfiance avec plein de représentations. Et du coup, un espace où le patient va pouvoir réinvestir la sphère sociale et affective, c'est avec le soignant. Donc, c'est hyper important de cultiver cette relation-là.
parce que sans s'en rendre compte, ça fait beaucoup de bien aux patients. À la fois, prendre en compte le soutien social perçu, donc ce que le patient perçoit du soutien qu'il reçoit, mais aussi objectif. Voilà. C'est parce qu'en fait, un patient peut euh, percevoir qu'il n'a pas de soutien de ses proches alors qu'il est très entouré. Et du coup, pour les soignants, du coup, c'est de dialoguer, de discuter, d'en parler en supervision ou avec un père. Voilà, s'il y a une charge émotionnelle importante, voilà, ça peut être en réunion ou même avec une personne avec laquelle on se sent proche, mais tout en faisant attention à la transmission de trauma. Parce que du coup, on ne peut pas savoir aussi quand on expose des choses, ce que ça peut faire à notre collègue. Donc du coup, j'y reviendrai tout à l'heure, mais du coup, il y a des critères au cours desquels on va exposer le vécu traumatique de la personne et d'autres où on ne va pas le faire. La collaboration, donc fonctionnement interdisciplinaire, pluridisciplinaire, c'est pas la même chose, mais ces types de fonctionnement-là. Le partage de responsabilité, bah, du coup, on partage tous la responsabilité. C'est pas parce qu'un tel, il a le, en charge plus tel ou tel patient qu'il y a vraiment un partage de responsabilité. On est une équipe, on forme un noyau tous ensemble. Les patients et proches participent aux décisions stratégiques quand c'est possible. Sur le plan pour les patients, inclure les proches quand c'est possible, reconstruire le soutien social perçu. Donc, c'est en lien avec la slide de tout à l'heure parce que du coup, la collaboration, elle est éminemment sociale. Et puis, pour les soignants, c'est de ne pas porter seul un suivi, proposer des co-suivis quand c'est possible. En fait, l'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir différents points de vue autour d'une même personne et puis de ne pas s'isoler dans un accompagnement qui soit thérapeutique ou pas. Euh, Ensuite, on a l'empouvoirment. L'empouvoirment, donc c'est donner aux soignants un espace pour exprimer leurs besoins et puis du coup écouter en fait finalement parce que c'est eux qui sont au plus près en fait des patients, ce qu'ils ont à dire en fait et à modifier. Intégrer les retours d'expérience des patients et du staff et donner aux patients la possibilité de co-construire leurs objectifs thérapeutiques quand c'est possible. Pour les patients, c'est de développer leur capacité d'agir et de décider pour soi. Donc, par exemple, sur le plan tout est en lien. Sur le plan, par exemple, du lien social, ben, on va pas dire au patient ce qu'on perçoit, mais du coup, on va l'aiguiller, on va l'aider à prendre en compte ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et du coup, petit à petit, dessiner en fait une capacité d'agir dans ces différentes sphères de vie. Ça peut être par le fait de passer par l'éducation thérapeutique du patient pour tout ce qui est traitement, etc. Et le développement de l'agency, donc ça, c'est une notion plus globale sur la capacité d'agir, si vous voulez aller chercher après la conférence. C'est un domaine intéressant. Et puis, sur le plan des soignants, du coup, décider de poser des limites en séance. Nous pouvons parler de ça, par exemple, mais à votre rythme, sans entrer dans le détail pour l'instant. Donc ça peut être des stratégies pour se protéger. La capacité aussi d'agir dans son travail en tant que de soignant. Du coup, forcément, tout ça, c'est en interaction entre les différents domaines. Et puis, sur le plan culturel, historique et de genre, ben, que l'institution, elle se renseigne et qu'elle prenne en compte la grossophobie, le racisme, le sexisme, la stigmatisation au sens large au sein des équipes, au sein de l'hôpital, même au niveau des médias, de ce qui se passe dans le monde entier. Pour le patient, c'est tenir compte des répercussions sociétales sur lui. Par exemple, actuellement, on vit un contexte social assez, dense, mais du coup, par exemple, voilà, tenir compte de ce que ça peut faire, en fait, par exemple, le conflit israélo-palestinien, par exemple, pour les personnes. Si la personne en parle, du coup, voilà, prendre le temps en fait, de parler de ça pour reconnaître en fait ce qu'elle perçoit, même si elles sont pas directement là-bas. Et prendre en compte les minorités du patient, parce que du coup, le fait d'être une minorité, bah, du coup, ça expose à davantage de retraumatisation ou de complications en termes de psychotrauma. Donc du coup, bah, reconnaître l'aspect minoritaire d'un patient, qu'il appartient à un groupe d'appartenance, par exemple, et du coup, s'adapter à ce groupe d'appartenance. Pour le personnel, pour le soignant, du coup, être alerte si un récit réactive certaines vulnérabilités personnelles. Euh, Rechercher, par exemple, si c'est le cas, un soutien ciblé, que ce soit à l'extérieur de l'hôpital avec une thérapie ou un groupe de pairs, ou via des formations pour mieux comprendre. Parce que quand on comprend, on sait où on va. Ça peut être aussi se questionner en tant que soignant, ben, quel est mon cercle, quelle est ma part en fait de minorité. Voilà, est-ce que que ce soit sur le plan de la sexualité, que ce soit l'origine ethnique, etc. À quel groupe social aussi j'appartiens pour en fait prendre en compte aussi les répercussions que ça peut avoir euh, en termes de souffrance au travail, et que ce soit en lien ou pas avec le psychotrauma. Donc voilà
voilà, une lecture. Donc, le document, il fait plus de 60 pages et il y en a énormément. Donc, du coup, là, c'était une lecture aussi en tant que psychologue, une lecture aussi clinique de ce manuel. Et bien sûr, en fait, c'est une approche qui est très malléable, qu'on peut s'approprier. Je vais passer à des petits exemples pratico-pratiques au niveau des aspects que vous pouvez potentiellement rencontrer. Je ne sais pas trop, je l'ai fait un petit peu a priori sans trop savoir. J'espère que ça vous parlera et après je vous parlerai d'exercices pratico-pratiques et on aura fini. Donc, imaginons qu'on a une patiente qui s'appelle Karine, qui a 42 ans, qui arrive en consultation après plusieurs mois et elle évoque une période de fatigue et de stress professionnel. Donc là, voilà, on est dans une approche de trauma informé. On prend en compte vraiment le contexte dans lequel elle est. Il y a du stress. La patiente, elle évoque qu'elle n'est pas prête, donc capacité d'agir. Là, pour le coup, elle indique euh, qu'elle sait ce qui est bon pour elle et qu'elle n'est pas prête à parler de son poids. Euh, donc, du coup, pour autant, le poids, ça peut être une métrique importante dans le parcours de soins pour les soignants en contexte d'obésité. Donc, une approche classique, ça pourrait être, bah oui, mais c'est quand même important pour votre parcours de soins, de vous peser, c'est important pour nous aussi pour savoir où est-ce qu'on va. Donc, on est dans une logique de contrôle, d'évaluation, positive ou négative, hein, et potentiellement dans un rapport hiérarchique. Pourquoi? Parce que le patient nous a verbalisé qu'il n'était pas prêt. Et qu'en fait, derrière ce mot-là, il y a une volonté de décider ce qui est bon pour soi. Dans une approche trauma informée, bah, du coup, on replace ça au centre. On demande au patient, souhaitez-vous par exemple qu'on fasse la pesée aujourd'hui ou un autre jour? Voilà. Euh, ou, comme je l'ai mis, cela peut nous aider. En fait, on informe quand même que c'est important au niveau métrique pour nous, hein, au niveau de l'évaluation, mais c'est à vous de choisir. Et donc, du coup, là, on est dans une logique de sécurité. Le patient a le choix, il est pas, on ne lui impose rien, de consentement et de collaboration. J'ai dit en tant que soignant ce dont j'avais besoin. Après, c'est à vous de choisir. La responsabilisation pardon, du patient. Donc, Sophie, 38 ans, évoque à son médecin des difficultés qu'elle rencontre à maintenir une alimentation équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'elle met derrière le mot équilibré? C'est intéressant aussi à ce niveau-là. Malgré tout, en tout cas, elle fait des efforts, elle explique qu'elle fait des efforts, elle décrit des épisodes de perte de contrôle, une fatigue persistante et un sentiment de honte d'échouer encore. Donc, on voit que c'est empreint de beaucoup d'émotions, en fait, finalement. Peut-être prendre le temps de s'arrêter sur ce vécu. Donc, dans une approche classique, alors peut-être pas ici, mais dans d'autres structures, ça peut être le cas, cette notion d'effort, en fait, que voilà, sans prendre en compte le contexte, et d'être dans une logique de performance, en fait, finalement, il faut que le patient il aille forcément mieux, il n'y a pas de régression, il n'y a pas de rechute. Voilà. Bah, du coup, ça pourrait être une approche classique. Donc, on est dans la moralisation, culpabilité, centration sur le déficit. Voilà, vous n'y êtes pas arrivé. Une approche trauma informée, du coup, on va accentuer sur le ressenti du patient pour commencer, et ça va être un peu notre tapis pour la suite. Et du coup, on va essayer d'être dans une logique de collaboration, on va utiliser des mots comme ça, cherchons ensemble ce qui pourrait soutenir votre corps et vos besoins dans ce contexte. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il y a peut-être un besoin qui n'a pas été assouvi. Parlez-moi un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, du coup, on est dans une logique de compréhension, on va chercher à réguler, à co-réguler avec le patient, et rien que le fait de poser ça, en fait, ça va le sécuriser. Il y a 4 exemples. Le troisième, l'annonce ou la reconnaissance du trauma. Donc là, en consultation, une jeune femme évoque des crises alimentaires. Alors, je me suis peut-être trompé. Là, c'est plus la partie sur les TCA. Donc, l'exposition en fait d'un TCA. Donc, elle évoque des crises alimentaires, exprime de la honte vis-à-vis de son comportement. Du coup, en fait, le soignant va potentiellement mettre en lumière et parler d'un potentiel diagnostic, en tout cas une hypothèse. Ah, donc, du coup, là, c'est la partie sur l'hypothèse. Vous avez un trouble alimentaire, donc du coup, ça peut être de présenter ça stricto sensus comme ça. Donc, on va se focaliser sur le symptôme, la connotation pathologique. C'est important quand même de mettre des mots hein, sur des comportements pathologiques, mais en tout cas, peut-être pas dans un premier temps. Et les approches trauma informées, dans une approche trauma informée, on va essayer euh, d'expliquer en fait au patient que ce comportement, il a pu être une manière de se protéger, de faire face à quelque chose d'insupportable, une stratégie de régulation émotionnelle. Hein. Et pour le coup, c'est efficace. Et pour le coup, ça vous permet de réguler vos émotions. Mais maintenant, en fait, vous avez trouvé ce moyen pour survivre. Mais maintenant, on va essayer de trouver ensemble d'autres stratégies parce qu'on voit que bah, cette stratégie, du coup, bah, vous l'utilisez souvent et que du coup, c'est quelque chose qui est délicat et compliqué pour vous. Voilà. Donc, on reconnaît la fonction adaptative du symptôme, on valide, on parle de courage, de processus de survie.
dans une logique en fait finalement développementale. Et donc du coup, un patient donc, évoque un souvenir d'agression sexuelle, le professionnel est pris de court, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, du coup, on peut déposer en fait le fait que vous avez été victime d'une agression sexuelle, d'un viol. Ça peut être abrupt et des fois on peut être tenté de rentrer dans ce discours-là parce que le discours du patient il est aussi lui-même très abrupt. Et quand on est un peu décompensé, on peut être dans une logique très de surface et juste être dans le factuel, alors qu'en fait on peut être dans une approche beaucoup plus euh, sécurisante. Dans l'approche trauma informée, on pourrait par exemple potentiellement, c'est pas à appliquer au pied de la lettre, mais euh, donc voilà, dire que ce que la personne décrit ressemble et correspond à une agression sexuelle, remercier la personne d'en avoir parlé. Donc on remet en place et on refait valoir que il y a peut-être quand même un sentiment de sécurité pour que vous m'en parliez là, de manière implicite. Je sais que c'est difficile, donc on reconnaît voilà le vécu difficile. Euh, on prend le temps de savoir ce dont la personne a besoin maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Soit on peut lui dire, bah, si nous-mêmes on est un petit peu choqué par ce qui vient d'être appris, on peut dire bah, merci de m'en avoir parlé. Du coup, c'est une information importante. On va peut-être pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que là, c'est déjà beaucoup là ce que vous venez de dire. Et du coup, je vais pour la prochaine fois, on va trouver une solution, que ce soit par exemple des collègues qui sont beaucoup plus spécialisés que moi, par exemple. Reconnaître que euh, je suis en capacité d'accompagner, mais qu'il y a plus spécialisé que moi, par exemple. Donc voilà au niveau de quelques exemples que j'ai essayé de faire que vous pourriez potentiellement rencontrer. Donc, quoi retenir? Je sais que c'est dense, je suis désolé. Au niveau structurel, donc, qu'est-ce que la structure doit retenir? Elle n'est pas là, mais enfin, elle est là. Considérer que l'équipe soignante est aussi un organisme vivant, en fait, que cet organisme il peut être fragilisé et avoir besoin aussi de réparation. Une structure trauma informed care doit prendre soin de ses soignants comme de ses patients, en construisant des espaces sécurité, en ayant de la reconnaissance, de l'écoute institutionnelle, etc. Faire attention à ce qu'on appelle le parallèle process. C'est pas un terme très scientifique, c'est surtout très clinique. Mais en gros, des fois, on remarque que la manière dont l'institution traite les soignants, en fait, ça reflète la manière dont ceux-ci traitent les patients. Et en fait, du coup, il y a des transmissions en fait dans la manière de se comporter. Moi, je l'ai beaucoup vu en addicto quand je faisais mes stages en addicto, qu'en fait, finalement, il y avait, par exemple, en addicto, on parle beaucoup de rupture du lien, en fait, que les personnes viennent tester le lien. Et en fait, dans l'équipe, il y avait énormément de méfiance et de un très pauvre investissement dans le lien. Et donc, en fait, il se rejouait en fait, sur un plan plus global, ce qui se jouait dans les problématiques des patients. Donc, du coup, ça, c'est important d'en prendre conscience. Par exemple, ça peut être le fait d'être, j'essaie de trouver un exemple, pour vous illustrer, en fait, le parallèle process, c'est vraiment des choses qui viennent se rejouer en fait en miroir sur des choses globales et sur des choses beaucoup plus proximales, plus de personne à personne. Au niveau du patient, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un patient en situation d'obésité peut porter une charge traumatique multiple, que ce soit en lien avec de la violence, de l'abus, de la négligence, un environnement familial qui lui a pas permis de se développer comme on devrait tous pouvoir se développer, de la stigmatisation, des humiliations corporelles euh, et des parcours de soins qui sont souvent pas très sécurisés. Le corps est souvent le lieu du trauma, comme on l'a vu. Donc, quelle est la fonction aussi de cette surcharge pondérale? Est-ce qu'il y en a une ou pas? Pas l'avoir en tête, en tout cas. Chaque geste, chaque mot peut activer ou réparer. Les principes de l'approche trauma informée peuvent, en tout cas, si vous décidez de commencer à essayer de l'implémenter, guider la relation. Et l'objectif n'est pas seulement, du coup, dans cette approche, mais même de manière plus globale, en fait, le rétablissement, c'est pas juste, en fait, supprimer des symptômes, c'est en fait permettre à la personne de se mouvoir et de vivre de la meilleure façon possible, de par son point de vue, malgré en fait son vécu et ses pathologies. Au niveau du soignant, donc à soi, ouais, c'était pour à soi. Considérer que en tant que soignant, on est aussi un être humain qui est aussi soumis au stress et à des expositions traumatiques. Euh, dans sa vie quotidienne, mais aussi sur le plan du travail, et qu'une exposition répétée à la détresse, à la surcharge émotionnelle et au sentiment d'impuissance, ça peut fragiliser. Le trauma vicarien et la fatigue de compassion ne sont pas des faiblesses, du coup, mais des réponses normales à des contextes anormaux.
La prévention, ça passe par des gestes d'ostosurveillance, donc vraiment le monitoring, vraiment prendre conscience, c'est une première étape. Prendre conscience, c'est se poser la question de ce qu'on ressent. De la co-supervision, par exemple, en parler, de ne pas s'isoler sur le plan du travail ou voire même à l'extérieur, et des rituels de régulation. Des choses, par exemple, que vous faites avec les patients, que vous pouvez vous appliquer à vous-même. Prendre soin de soi, c'est aussi protéger la qualité du lien thérapeutique. Donc là, c'est ma petite partie sur les infos pratiques. Euh, donc, imaginons, j'ai essayé d'imaginer des, des choses sur lesquelles vous pouvez être exposé, alors que pour des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces aspects du psychotrauma, parce qu'on ne décide pas en fait de ce que le patient va nous dire en entretien. Donc, imaginons du coup, il y a un patient qui vous s'expose que du coup, il a vécu un viol. Euh, donc, ce qu'on va faire dans cette approche-là, c'est qu'on va reconnaître et valider. Donc voilà. Donc, on peut, en fonction de ce que le patient nous expose, voilà, vraiment accentuer sur le fait que c'est quelque chose vraiment de douloureux, même si le patient en face il est un peu dissocié, bah, vraiment prendre les termes comme ça et dire que voilà, c'est quelque chose de très lourd. Soit la personne elle est en difficulté, donc on appuie, on soutient, on est dans une logique où on lui dit oui, on comprend que c'est difficile. Ou alors on peut être dans voilà, une accentuation de ce que la personne rapporte si la personne est complètement déconnectée. On peut aussi préciser qu'on n'est pas obligé d'aller dans le détail maintenant. Tout dépend en fait finalement de votre corps de métier, de vos appétences, de ce que vous pouvez faire dans votre centre de soins. L'idée, c'est pas d'ouvrir une porte que vous allez tout de suite refermer parce qu'une fois que c'est ouvert, il y a un matériel à saisir et des répercussions possibles. Même dans les thérapies centrées sur le trauma, en tant que psychologue, on sait que quand on est sur des périodes d'exposition au trauma, il y a une flambée des symptômes qui apparaît, qui est adaptative et normale au courant de la thérapie euh, pour ensuite avoir une phase de d'accentuation de chute des symptômes. Donc, on peut exprimer que le patient n'est pas obligé d'aller dans le détail. On contient le récit. Donc, on peut interrompre avec douceur si on n'est pas du tout à l'aise. L'idée, c'est pas de dire que ça nous bouleverse parce que ça pourrait venir en fait culpabiliser le patient. Donc, il faut trouver des stratégies sans couper brutalement ou sans faire prendre conscience au patient qui potentiellement pense déjà qu'il est un fardeau de par le trauma, mais qu'il a aussi un fardeau pour vous parce qu'il vous a exposé à quelque chose qui est difficile pour vous. Donc on peut dire que voilà, j'aimerais qu'on fasse une pause là, parce que parfois rentrer dans ce type de détails, bah, ça peut être difficile pour vous, pour votre corps. C'est déjà génial que vous ayez pu l'aborder aujourd'hui. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on en discute la prochaine fois ou en fonction de quel professionnel vous êtes. Ou alors, je vous en propose qu'on trouve une solution pour trouver le meilleur moyen pour l'aborder avec un professionnel qualifié, par exemple. Ça peut être ça. Euh, on peut revenir dessus plus tard, si vous voulez revenir dessus plus tard. Enfin, en gros, c'est quelque chose d'assez flexible. Si vous vous sentez en difficulté, voilà, vous pouvez vous saisir du cadre. Voilà, le cadre, là, c'est peut-être pas le moment. On a déjà une grosse séance aujourd'hui. Mais sachez que voilà, je suis présent si vous avez besoin d'en parler. Si vraiment vous voulez pas lâcher le patient avec ce vécu qui vient d'exposer, c'est de faire des exercices d'ancrage. Euh, du coup, bah, voilà, on peut lui proposer voilà, de faire un exercice de respiration, de visualisation, des stratégies cognitives actives et directes. Donc, par exemple, si on sent que le patient est en train de flamber, bah, OK, là, dans la salle, vous allez me citer trois choses qui sont bleues. Voilà, et puis vous essayez de co-construire ça avec lui, de les citer. Ou cinq choses que vous voyez, cinq choses que vous entendez, quatre choses que vous entendez, trois choses que vous sentez, etc. Voilà, des choses qui font revenir dans l'ici et le maintenant. Euh, donc, redonner du contrôle. Pensez à redonner le contrôle. Donc, c'est vous qui décidez quand en parler. C'est le patient qui guide à ce niveau-là parce que c'est son vécu, c'est pas le vôtre. De cette logique aussi de ne pas confondre être dans la sympathie. Ce que vous avez déjà dit est suffisant pour que je comprenne l'importance du vécu, hein. Voilà, en fait, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'aller creuser là, surtout si c'est pas le lieu pour le faire. Euh, Planifier, sécuriser, donc réorienter si nécessaire, etc. Mais toujours en tenant compte de ce qui vient d'être déposé. Tout au long du parcours, même si on va réorienter, on tient toujours compte de ça. On fait prendre conscience au patient qu'on a en tête ça. Ce que le soignant ne doit pas faire, encourager à tout raconter, mais n'importe quel soignant, hein, parce qu'il y a un risque de retraumatisation, de dissociation forte. Voilà. Poser des questions intrusives ou investigatrices, pardon, et minimiser aussi. Parce que des fois, on peut être dans une logique, allez, on va de l'avant, c'est du passé, on change
de vision, là, et on se bouge, non? Ou intellectualiser aussi. Des fois, on est dans cette logique-là. Ouais, ben, il y a beaucoup de gens qui vivent ça, t'es pas toute seule et tout, mais du coup, ça peut aussi, voilà, en fait, faire transmettre le message de, bah, ah ouais, en fait, il a pas écouté ce que j'ai dit, là, c'est moi qui parle et j'ai beaucoup confiance en lui pour exposer ça. En fait, ça n'a pas pris. Donc, ce que vous pouvez faire, si vraiment ce type d'entretien, ça vous a perturbé, c'est de faire un débrief émotionnel. Donc là, ça se fait avec une autre personne, de disponible et d'accessible. Donc, c'est une stratégie qui permet au soignant de traiter sa propre réaction émotionnelle face à quelque chose qui vient de se passer pendant l'entretien. Donc, dans ce cas-là, on ne partage pas les détails du trauma du patient, mais son impact sur soi. Donc, j'ai été bouleversé par ce que j'ai entendu. Voilà, je ne vais pas t'exposer ce qui vient de se passer, mais par contre, j'ai besoin de parler. Voilà, je ressens ça, ça me fait penser ça. Par exemple, quelles émotions ça commence à faire émerger? Ben, j'ai peur, etc. Voilà, donc être dans l'expression des émotions et du coup partager du coup la difficulté, ce qui contourne l'entretien plutôt que son contenu. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger du coup la confidentialité, éviter la surexposition et éviter du coup la contamination auprès de son collègue, parce qu'on ne peut pas savoir comment va prendre le collègue le récit traumatique qu'on va lui exposer. Donc on évite ça. Donc je vous ai fait une petite synthèse pratique. Donc si c'est pour le bien du patient et pour le parcours de soins, uniquement pour ça, dans l'approche trauma informée, là on va pouvoir transmettre aux collègues lors d'une réunion disciplinaire dans un lieu où c'est propice à ça, les éléments nécessaires à la prise en charge en langage clinique adapté. Si c'est pour son bien-être en tant que soignant, donc quand on est dans le cadre d'un débrief émotionnel, par exemple, ou dans une réunion de staff, on peut avoir aussi dans ces approches-là, dans n'importe quelle institution, bah, des temps où une fois par mois, on fait un temps trauma et on va venir déposer des choses. Là, on parle de soi, de son ressenti, mais pas du contenu traumatique. Et on pourrait penser que parler du contenu, c'est ce qui marche le mieux. Mais en fait, finalement, rien que de parler du contour et de sa réaction face à ce qu'on a entendu, c'est aussi très intéressant et ça peut aussi permettre de se sentir mieux. Donc, dans les deux cas, le principe, c'est de respecter le principe de non-retraumatisation, ni du patient, ni du soignant. On passe aux petits exercices, du coup. Donc là, c'est des exercices d'équipe à faire entre vous, si, dans vos différentes structures, si ça vous intéresse. Du coup, c'est de prendre un tableau Velleda. Souvent, on en a dans les salles d'équipe. Et du coup, de construire un tableau sur les ressources personnelles et collectives utilisées. Voilà. Bah, du coup, que ce soit sur le plan individuel ou groupal, bah, de mettre des petits post-it en mode, bah, moi, par exemple, j'aime beaucoup, par exemple, je peux mettre une petite phrase rigolote, ou je peux marquer un exercice que je fais très souvent en rentrant chez moi. Ou bah, moi, je suis content, par exemple, quand je me sens sécurisé au travail, quand, par exemple, Géraldine ramène un petit goûter, etc. C'est des choses comme ça qui peuvent en fait être stratégiques, qu'on ait tous conscience par ce tableau et qui nous font du bien rien qu'en le regardant. Donc en fait, l'idée, c'est de rendre visibles et partageables des ressources qu'on a identifiées pour soi-même, mais aussi des stratégies qu'on peut identifier pour tout à chacun. Ensuite, on a la fenêtre de tolérance. Donc l'idée de cette fenêtre, c'est qu'on a une zone optimale où on peut réguler nos émotions, qui se situe dans le petit carré bleu. Et dans cette zone, c'est là où on est en plus à même de réguler nos émotions. Par contre, il se trouve qu'il y a des fois des contextes qui nous mettent en hyperactivation. Et du coup, dans cette hyperactivation, on a du mal à réguler nos émotions. On est dans la dysrégulation émotionnelle, on ne maîtrise plus rien. On peut être dans la rapidité, dans de l'agressivité, par exemple, etc. On est dans l'hyperactivation. Dans l'hypoactivation, là, on est sur ce qu'on appelle en psychologie de la surrégulation émotionnelle, en fait. On pourrait croire que c'est pas ça, mais en fait, c'est ce qui se passe. En fait, le corps, de manière consciente ou inconsciente, il hyper-régule et du coup, on sent plus rien. Donc, du coup, c'est ce qu'on peut voir par des états dissociatifs, le fait d'être ailleurs, d'être dans un brouillard, d'avoir de la fatigue, etc. Euh, donc, cette fenêtre de tolérance, on peut aussi en construire un outil thérapeutique en équipe. Donc, du coup, on peut réfléchir en équipe à notre équipe, qui est un organisme vivant à part entière, qu'est-ce qui le fait, quels sont les indices qui nous font dire qu'il est dans sa fenêtre de tolérance. Voilà. C'est par exemple identifier par exemple une journée dans la semaine où vraiment tout le monde se sent bien, ou quand il y a telle ou telle pratique, là on est en capacité d'agir, on se sent vraiment utile dans notre travail, par exemple. En fait, il y a plein de possibilités. Donc, en fait, on trace une grande fenêtre au tableau et en fait, on va tracer les signes sur le plan de l'équipe qui nous montrent que notre équipe est en hyper ou hypoactivation ou en fenêtre de tolérance. Et comment est-ce qu'on va pouvoir, en fait, finalement, élargir cette fenêtre de tolérance? Parce que l'idée, c'est de l'élargir.
Donc l'idée, en fait, c'est d'identification, hein, c'est d'apprendre quand l'équipe elle est hors fenêtre pour réajuster ce qui se passe et pas que ça se chronicise. Là, vous pouvez prendre en photo, je vous ai construit une trame de visualisation slash méditation centrée sur... en fait, c'est Pascal Brion qui parle beaucoup de ça. Euh, En fait, pour prévenir la fatigue de compassion, c'est important de redonner du sens à ce qu'on fait au travail. Ça pourrait être un petit peu antinomique de penser ça, mais en fait, c'est quelque chose qui marche. Et donc, du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire en groupe, même tout seul, y réfléchir, en fait. Voilà. Merci. Ça, c'est plein de petits exercices aussi. Alors, le diapo, je suis encore en train d'hésiter pour vous le transmettre. Je pense que ça pourrait être quand même intéressant que je vous le transmette. Vous pouvez prendre des photos. Euh, donc ça, en gros, c'est plein de petits exercices hein, qui peuvent être pratiques. Euh, donc ça, c'est des exercices personnels qu'on peut s'appliquer, voilà, pour décharger d'une situation. Et après, la dernière slide, ça sera en groupe. Et en groupe, du coup, bon, il y en a plein, en fait. J'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Et donc, du coup, là, je vous partage des infographies que je développe sur différents réseaux sociaux. Et donc, du coup, en fait, je vous ai mis en fait certaines stratégies simples et efficaces qu'on peut utiliser pour quand on est dans une zone d'hypoactivation. Euh, voilà. Donc, du coup, c'est 5 stratégies plus ou moins validées par la science pour revenir dans la fenêtre de tolérance quand on est hypoactivé, qu'on peut faire avec les patients ou pour soi. Ça, c'est les stratégies qu'on peut faire quand on est hyperactivé, pour soi ou pour les soignants. Ça, c'est une technique qu'on utilise dans les thérapies comportementales dialectiques pour en fait prendre une pause par rapport à un contexte qui est menaçant ou difficile à vivre. Donc la technique stop, on s'arrête, on prend une pause, on observe ce qui se passe et on agit avec intention. Et ensuite, une infographie importante pour reconnaître, identifier aussi, c'est important d'identifier dans nos structures de soins quels sont les professionnels qui sont formés par exemple, à la fatigue de compassion ou aux risques psychosociaux ou au PSSM, par exemple. Et donc, du coup, là, c'est une infographie sur qu'est-ce que je fais quand je me rends compte qu'un proche, que ce soit un proche collègue ou un proche de vie privée, est en souffrance, avec des numéros utiles. Donc, vous pouvez retrouver ces astuces sur Psychespoir, sur les réseaux sociaux. Euh, je crois que j'ai fini. Donc, ça, c'est les références pour le SAMSA, donc l'approche trauma informée. Et puis, un article quand même important en 2018 sur ce changement de paradigme qu'apportent ces approches. Voilà. Merci pour votre écoute.